Voilà, donc je vais faire une vidéo suite à une petite annonce que j'ai postée sur le site de Terre de Liens. Alors vous connaissez probablement Terre de Liens, c'est cette association qui a pour objet de trouver des terres pour les gens qui voudraient s'installer en bio. Et ils ont sur leur site une rubrique de petites annonces que j'ai utilisée pour poster donc mon annonce qui a pour objet la recherche d'associés et de personnes qui voudraient, qui seraient intéressées par la création d'un petit collectif pour exploiter une micro-ferme dans le Nord Aveyron, à Lugan, le lieu où je réside et où j'ai ma petite ferme. Euh, j'ai posté cette annonce sur Terre de Liens parce que je suis pas très mobile ici, j'ai du mal à rencontrer du monde. Et j'ai vu, comme je vais l'expliquer, je pense qu'il sera intéressant d'être à plusieurs pour faire une micro-ferme, même si tout seul j'arrive à faire des choses. J'expliquerai pourquoi il est quand même assez intéressant d'être à plusieurs. Euh, alors pourquoi faire une vidéo? Parce que je pense que le texte ne suffit pas. J'ai eu pas mal de réponses à cette annonce et je continue à en avoir. Et il est difficile d'établir un contact soit par mail, soit par téléphone, avec une simple voix. Ça me paraît impossible de déterminer quelque chose d'aussi important qu'un engagement personnel pour un projet ou pour passer du temps avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Donc j'ai pensé qu'une vidéo permettrait de d'être une première étape et les gens pouvaient ainsi déterminer si ma personnalité ou ce qu'ils pouvaient en juger d'après une courte vidéo les rebuter ou si bon ça passait et le courant passait. Et donc je pense que ça permet de voir si ma tête revient à des gens qui seraient potentiellement intéressés par cette annonce. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de mettre une vidéo, ce que je fais en ce moment. Euh, alors dans cette vidéo, j'ai pensé me présenter, détailler le projet que je mets en œuvre et comment une autre personne ou d'autres personnes pourraient s'inscrire dans ce projet et ce qu'elles pourraient faire. Voilà. Donc je vais commencer par me présenter et décrire surtout mon état d'esprit parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir si j'ai reçu des appels, j'ai même ici eu des gens qui sont passés, pas forcément en rapport avec mon projet agricole, et je pense que donc il est important pour établir un contact, euh, de montrer clairement ce que l'on pense et ce qui nous fait vibrer. Euh, Sinon, on part tout de suite sur un malentendu. Donc voilà. Donc moi, je m'appelle Yann Kervenik, j'ai 45 ans, donc j'ai eu 45 ans récemment. J'ai donc vécu, je suis né à Toulouse, j'ai vécu un tout petit peu à Toulouse quand j'étais petit, ensuite un peu à Paris. J'ai passé énormément de temps ici dans l'Aveyron. J'avais de la famille paysanne. Euh, et j'ai fait des études de scientifiques dures. Euh, j'ai expliqué un peu dans des vidéos précédentes pourquoi je l'avais fait ça, ce qui paraît en contradiction avec mes convictions personnelles, mais en fait pas vraiment, parce que à l'époque, quand j'ai décidé d'entreprendre ces études, je voyais bien que l'avenir au niveau agricole, c'est-à-dire ce qui me faisait vibrer, c'était la nature depuis tout petit. Ben, l'avenir au niveau du monde agricole était complètement bouché. C'était pas l'époque de la permaculture, c'était l'époque de l'agro-industrie qui avançait à marche forcée. Je ne sais pas si vous connaissez les films de Rouquier, c'est le second volet. C'est un peu, il est sorti quand j'étais jeune, donc ça vous montre, c'était les gens qui abandonnaient l'agriculture parce qu'ils ne voulaient pas devenir des monstres exterminateurs et ils partaient en ville. C'est un peu ça l'histoire le second volet du film de Rouquier, Farbic et Big Far. C'est les gens qui partaient parce qu'ils n'en pouvaient plus de ce modèle agricole absolument infernal. Et aujourd'hui, on en voit le résultat final. Donc voilà pourquoi moi je ne me suis pas, je voyais bien que c'était complètement irréaliste à l'époque, donc je ne me suis pas engagé dans cette démarche agricole. Et je suis parti et pour moi le seul
parcours honnête, c'était d'essayer de comprendre comment la matière fonctionnait, et ça me permettait d'avoir un contact encore avec quelque chose qui était un peu en dehors du tout le baratin idéologique et disons et tout en donc j'ai fait de la recherche, ce qui me permettait de ne pas rentrer dans le monde de l'industrie et de rester un peu connecté à des choses concrètes. Au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre parce que je me suis aperçu que c'était aussi une voie de garage. J'étais convaincu par diverses personnes de ne plus faire de la recherche, et donc j'ai quitté ce monde-là il y a à peu près 7 ou 8 ans. Euh, et donc j'ai travaillé principalement à l'étranger. J'ai jamais travaillé en France. J'ai travaillé pendant 15 ans à peu près à l'étranger, dans les pays nordiques. Et il y a 7-8 ans, j'ai arrêté quand j'ai compris que c'était le moment, pour diverses raisons, parce que on sentait bien qu'il y avait un changement au niveau des mentalités, que les thèmes de l'effondrement, etc., commençaient à poindre un peu partout, du pic pétrolier, et donc c'était quelque chose que je sentais déjà depuis quelques années, et là ça s'est un peu concrétisé il y a 7-8 ans, donc j'ai pensé que c'était le moment de tout claquer et de profiter d'un peu de mon chômage pour justement essayer de me former et passer à autre chose. Donc il y a 7-8 ans, j'ai commencé à faire du woofing, à cultiver et à essayer d'envisager un retour en Aveyron. Et je suis retourné ici avec ma compagne et ma fille, et on a essayé de vivre un peu à la dure, en essayant de cultiver un maximum de légumes, d'élever un peu et de vivre le plus simplement possible. Donc voilà mon parcours. Alors je suis donc, ce que j'ai dit dans mon annonce, un peu luddite, c'est-à-dire que, je suis plus qu'un peu luddite, j'ai toujours eu une espèce de haine, ou pas de haine, mais de profond dégoût euh, de l'industrie et du monde industriel dans lequel on vivait. C'est viscéral. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, et je pense que c'est de famille. Il y a quelque chose d'esthétique. Je ne supporte pas que des gens construisent des routes, détruisent tout pour gagner 5 minutes, et enfin tout ce monde dans lequel on vit. Et disons que tout cela s'est confirmé après, quand j'ai rencontré diverses personnes et que j'ai lu diverses choses sur l'évolution de notre civilisation et pourquoi nous sommes des êtres civilisés. Donc voilà, je mets ça, vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos précédentes. Donc c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Et, euh, et donc j'ai la conviction profonde que notre civilisation n'a pas d'avenir, même si dans l'immédiat elle continuera à survivre, parce qu'il y a encore peut-être pour 20 ou 30 ans de pétrole pas trop cher. Donc c'est pas pour nous directement, mais je pense que c'est un très mauvais investissement de continuer à vouloir faire carrière dans le monde industriel, et qu'il vaut mieux commencer discrètement à se faire la malle. Donc voilà un peu mon état d'esprit et ce que j'ai et mon parcours personnel. Alors il y a 4-5 ans je suis revenu, non il y a 5 ans je suis revenu ici dans l'Aveyron, qui est le pays de ma mère, et j'ai vécu dans cette ferme qui est quand même un peu une ruine. Alors mon projet, ça a été justement d'essayer de vivre ici et de créer une ferme qui soit autonome. Alors j'ai longtemps réfléchi, est-ce que j'allais m'installer comme paysan? Il se trouve que je suis trop vieux pour avoir des aides, donc ça ne me semblait pas raisonnable. J'en avais aussi complètement marre d'étudier, parce que j'ai étudié toute ma vie. Euh, j'ai étudié pour faire de la physique, j'ai fait une thèse, j'ai étudié pour être prof en Suède un petit peu, j'ai repassé des examens, et je me suis dit que je pouvais passer ma vie à étudier et que ça ne mènerait nulle part. Donc, bon, vu que ça ne me permettait pas d'obtenir d'aide, j'ai décidé de chanter ça, de ne pas faire de formation agricole. Donc je me suis aussi, je pense aussi qu'une installation classique n'est pas dans mon cas une bonne idée, et qu'il vaut mieux essayer de s'installer sur ses fonds propres et petit à petit, quitte à avoir un travail salarié. Une autre raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas m'installer de façon classique, c'est que j'ai, durant mes différentes périodes de woofing, pas mal visité de fermes, que ce soit en Suède ou ici, et j'ai vu différentes configurations pour la ferme biologique. Je parle pas des fermes les autres, parce que là c'est l'horreur absolue.
Bon, j'en connais dans ma famille, j'en connais, on a visité d'autres fermes, en chimie, c'est affreux. Bon, c'est pas pour rien qu'ils se suicident, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on mène une telle ferme. Donc, la ferme en bio, j'ai vu 2 cas de figure. Il y a un cas où c'est une ferme qui est plus ou moins diversifiée, qui est à taille humaine et qui, disons, qui n'est pas spécialisée vraiment. Dans ce cas-là, l'économie est assez mauvaise et il y a besoin d'une activité parallèle qui est intégrée dans cette ferme. Ce sont souvent, moi j'en ai vu pas mal, soit des choses près des villes qui permettent de vendre des légumes chers, mais qui en général ont quand même besoin d'un complément de revenus avec des centres de yoga, des choses comme ça. Pour moi, c'est pas trop mon truc. Euh, de toute façon, c'est assez difficile à mettre en œuvre dans un milieu rural complètement paumé où les gens, de toute façon, ici sont assez radins et n'ont pas d'argent. Donc, ou alors quand ils en ont, ils sont vraiment très radins. Donc, c'est pas tellement le truc ici de faire des yoga centers et des trucs comme ça. Et moi, c'est pas ma filière, c'est pas ma fibre. Donc ça c'est une possibilité, sinon il faut se spécialiser, ce que font toutes les fermes, soit ils font du maraîchage, soit ils font je sais pas quoi, du petit élevage, et dans ce cas-là, ils ne produisent qu'un produit, et ils ne sont pas en autonomie, donc ils ont en général des revenus assez faibles, c'est très difficile, d'après ce que j'ai vu actuellement c'est vraiment dur, contrairement à ce qu'on nous raconte, qu'il y a besoin de paysans bio, mais on fait tout pour ne pas qu'ils s'installent, pour qu'ils ne s'installent pas vraiment et qu'ils s'en sortent pas trop. Et donc, du coup, si on s'installe comme paysan vraiment avec un plan économique qui plaise aux SAFER et à toute cette clique, eh bien, dans ce cas-là, on finit par gagner peu d'argent, par se retirer des salaires vraiment ridicules et ne pas pouvoir vivre correctement de son travail et surtout ne pas manger correctement. C'est-à-dire qu'on produit un produit bio qu'on vend et on mange, après, on a juste assez d'argent pour acheter de la merde à Lidl ou je sais pas où, et donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça. À la limite, vaut mieux être salarié si on veut bouffer correctement. Donc ça me semble absurde. Par contre, on peut travailler en autonomie et avoir une production assez diversifiée. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Il n'est pas très très compliqué quand on décide de ne pas se spécialiser, de ne pas être un vrai paysan, de produire tous ces légumes et de l'élevage, du petit élevage et de manger vraiment très bien. Donc voilà, et d'avoir une vie très saine avec une activité variée et ne pas être un esclave. Donc voilà pourquoi je vais être en autonomie. Une autre raison, c'est de faire ce qu'on appelle une micro-ferme. Une autre raison, c'est que j'ai visité des fermes bio et il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le bio parce qu'on nous dit le bio, c'est le respect de l'écologie, etc. Mais le bio est devenu, à mon avis, industriel partout, même dans les fermes les plus petites que j'ai visitées. J'en ai visité quand même un bon paquet dans le cadre de formation. Je suis quelqu'un de curieux, donc je vais voir, je regarde, je rencontre des gens dès que je peux. J'en ai rencontré aussi dans le cadre de mes différents expériences de woofer, mais beaucoup plus que cela aussi. J'en ai rencontré dans le cadre de formation, etc. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que certes, les pesticides sont interdits, enfin certains pesticides, mais ils utilisent non seulement ils utilisent des tracteurs, du pétrole, euh, et souvent leurs installations sont pas très écolo dans le sens où quand on cherche la biodiversité, ben, on peut la chercher, mais ce sont souvent des, des, des monocultures finalement, des bandes de monocultures, des choses assez symétriques, assez pauvres. Et en plus, ce qui est utilisé, certes, ils n'utilisent pas de pesticides, mais il y a une utilisation absolument massive du plastique. Puisque ce qu'ils ne peuvent pas combattre par les pesticides, ils le combattent par le plastique. Que ce soit pour les mauvaises herbes par un paillage plastique qui est maintenant partout, parce que toutes les fermes, même les plus petites que j'ai vues, utilisent à gogo des bâches et du paillage plastique, ce qu'ils appellent du paillage plastique, ce qui à mon avis est une horreur absolue. Euh, je ne sais pas si c'est mieux que le glyphosate. Honnêtement, il faudrait vraiment faire des études scientifiques dessus et je serais pas surpris que les effets soient désastreux, j'en reparlerai tout de suite. Et ils utilisent des filets qui sont des choses excessivement fragiles. En 2-3 ans, ils sont foutus. Donc ça veut dire qu'ils relarguent plein de microplastiques dans le sol et qu'ils polluent tout. Et en plus, ils utilisent des serres qui sont, à mon avis,
quelque chose d'excessivement polluant, puisque les plastiques d'essai ne durent pas plus de 10 ans, donc ce qui veut dire que tous les UV sont en train de dégrader ces bâches, et que tout cela, tous les produits de la dégradation finissent dans les sols. Alors, on peut penser que c'est un langage un peu extrême, en fait pas du tout. Moi j'ai fait de la chimie dans ma vie, j'étais en prépa, j'étais premier de ma classe en chimie, j'étais intéressé par la chimie orga, etc. Je trouvais ça assez intéressant. Et je me souviens toujours de mon prof de chimie qui disait, qui nous expliquait que ne fallait jamais boire de l'eau dans une bouteille en plastique qui avait été au soleil, puisque c'est plein de radicaux libres, dégueulasses, et que ça nous rend malade. Et donc, si la bouteille d'eau au soleil, une bâche qui est au soleil, c'est la même chose. Elle relargue une quantité impressionnante probablement de microplastiques et de radicaux libres de plein de produits de dégradation, et ce sont tous les organismes de la Terre qui mangent ça, et ce sont des produits sales, d'une dégradation anarchique de ces plastiques. Et donc, pour moi, cette agriculture n'est pas biologique. Elle n'est pas biologique, elle laisse dans les sols un produit qui est un polluant, le plastique, et il devrait être interdit. Donc pour moi, il n'est pas question d'utiliser chez moi du plastique, ou au moins de le réduire vraiment au minimum, puisque évidemment j'utilise un arrosoir en plastique par exemple que je ne mets pas au soleil, mais je n'utiliserai, parce que c'est compliqué de trouver des arrosoirs aujourd'hui autres qu'en plastique, mais si je pouvais en trouver, je l'utiliserais tout de suite, et je serais prêt à investir du temps pour en fabriquer s'il fallait. Mais je n'utilise pas de serre en plastique, je n'utilise pas de filet de plastique, je n'utilise rien de ces choses-là, et je fais mes plants au maximum dans du carton, dans des petits godets en papier, ou dans des cajots que je bricole pour faire des plants. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je ne veux pas m'installer et faire une ferme économiquement viable, puisque cela implique d'utiliser pour bouffer tous les jours cette cochonnerie qui est le plastique pour être rentable économiquement. Donc voilà un peu l'idée. Alors du coup, évidemment, il est difficile d'être rentable économiquement. J'ai vécu pendant toutes ces années où je suis resté ici, j'ai vécu principalement parce qu'on avait un salaire, c'était celui de ma compagne qui est en freelance. Elle a dû partir pour des raisons personnelles. En fait, on a eu un enfant qui est malade. Et ici, j'ai pas de famille, j'ai des parents très vieux, enfin j'ai pas de mère, j'ai un père qui est très très vieux et très malade. Donc au final, j'ai pas d'aide, et ma compagne a décidé que elle a de la famille beaucoup en Suède, donc elle est repartie là-bas pour l'instant, et elle vient que pour les beaux jours. Donc moi je suis seul ici. Mais durant toutes ces années, on a vécu sur un salaire très très faible, parce qu'elle gagne très peu d'argent, et on s'en est sorti. Maintenant qu'elle est partie, évidemment, j'ai plus de revenus, donc pour l'instant, je touche un tout petit peu de RSA, 360 € par mois. Je compte m'en passer le plus rapidement possible. Donc l'idée, pour moi, je veux à tout prix continuer dans cette voie. Je cherche du monde, comme je le dis, mais évidemment, j'accepte, je ferai, s'il le faut, une activité à côté pour essayer de pouvoir payer mes différentes charges, car évidemment, vivre dans une baraque coûte cher, on est rançonné de tous les côtés, et il y a des taxes diverses et variées, d'où l'intérêt aussi de vivre à plusieurs, parce que ça permet de diviser ses coûts, et d'avoir éventuellement, donc de pouvoir avoir une petite activité salariée, tout en maintenant sur un groupe une activité agricole très forte. Donc voilà un peu la vie que je mène. Alors, une autre caractéristique qui explique un peu la façon dont je vis, c'est que je n'ai toujours pas de permis de conduire, donc je ne fais tout à vélo. Ici, c'est pas facile. Je pense passer mon permis de conduire dès que j'aurai des fonds, mais c'est pas évident. Et je, donc je m'en sors en vélo, et ça me convient pour l'instant très bien. Évidemment, il serait bien d'avoir accès à un véhicule de temps en temps pour pouvoir déplacer certaines choses qui sont difficiles dans ce monde-là. On peut difficilement, pour certaines choses, se passer d'un véhicule, puisqu'il n'y a pas beaucoup de place pour les chevaux sur les routes, et notamment pour déplacer des animaux, etc., et en trouver ailleurs. Mais je n'ai pas le permis de conduire pour l'instant. Alors, donc ce que j'ai dit, c'est que je voulais m'installer hors des clous, c'est-à-dire pas de façon classique.
Et je pense que sur le long terme, ça pourrait devenir économiquement viable si on en avait plusieurs et qu'on a une production diversifiée. Il y a par exemple, sur le très long terme, ce qui m'intéresserait par exemple, c'est de faire du noyer, puisque les noix ici sont vendues peu cher, mais si on les exporte par exemple directement sur des pays scandinaves, là-bas les prix sont multipliés par 4 ou 5. Donc il y a des choses qui seraient économiquement viables si on était plusieurs et qu'on travaillait sur plusieurs hectares. Mais pour l'instant, c'est évident que dans l'immédiat, ça sera plutôt de l'autoconsommation et éventuellement un peu de travail salarié pour pouvoir joindre les deux bouts et payer les taxes. Alors, parce qu'il y a des taxes sur cette maison. Donc voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je cultive donc en ce qu'on appelle en permaculture. J'ai toujours été intéressé par ça, donc je veux pas cultiver comme. Alors si vous, il y a beaucoup de gens qui parlent de permaculture. C'est un concept à la mode, qui est devenu vraiment à la mode. Si ici vous parlez de permaculture à des gens qui sont installés en bio, mon expérience est qu'ils vont vous rire à la gueule, ou voire même ils vont devenir très très en colère, et peut-être même ils auront peut-être envie de vous mettre une petite pichenette parce que vraiment ils aiment pas ça ici. Donc j'étais assez surpris. Quand j'étais en Suède, j'ai vu des gens qui vraiment essaient d'appliquer le concept, mais ici visiblement ça bloque. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. Alors moi, c'est vraiment la chose que j'essaie d'appliquer. Euh, j'ai- Même avant que le concept soit, disons, euh, devienne un concept mainstream, et ben je m'intéressais justement, j'essayais de comprendre pourquoi il fallait toujours lutter contre cette nature plutôt qu'essayer de l'utiliser et d'utiliser vraiment la biodiversité pour aller dans son sens. Donc c'est toujours ce que j'essaie d'appliquer. Je ne retourne pas la terre. J'essaie, comme j'ai expliqué dans mes vidéos, de recréer un écosystème. Et l'idée d'une ferme autonome, c'est de pouvoir, avec diverses activités, créer vraiment un écosystème complet et qui soit fonctionnel. Alors ça, c'est pas des mots, c'est par exemple quand on commence à retourner une terre, on crée un déséquilibre profond. Dans la prairie, il y a un équilibre qui s'est créé. Si on laisse, moi quand je suis arrivé ici, c'était une prairie, donc il y a tout un ensemble d'insectes qui sont en équilibre depuis que cette prairie est prairie. Ensuite, si on laboure, etc., qu'on uniformise tout, évidemment, on détruit tout cet équilibre. Et après, il n'y a que de la place pour des pestes qui finissent par ravager. Et d'où l'obligation d'utiliser du plastique, d'utiliser plein de ruses qu'utilisent les gens en bio, des rotations sans arrêt, etc. L'idée, en fait, c'est que si on arrive à recréer un équilibre de façon, en diversifiant un peu le site sur lequel on cultive. Alors moi, j'ai expliqué dans mes vidéos, je mets plein de bois morts sur les côtés pour abriter tous les prédateurs. Au bout de 50 cultures, j'ai une baisse radicale de plein de nuisibles parce que je remarque qu'il y a une prolifération impressionnante au moins de deux choses que je vois, c'est les menthes religieuses. Il y en a partout et elles ont des crochets pleins de criquets. Donc ça aide pour et ensuite, j'ai aussi par exemple des larves de lucioles. J'en ai énormément qui hibernent sous ces bouts de bois. Ces larves, visiblement, se nourrissent de limaces, donc j'ai beaucoup moins de limaces avec le temps. Et ainsi, j'ai beaucoup moins de punaises, de choses comme ça. Donc il y a un véritable équilibre qui se recrée si on laisse, si on diversifie sa culture, etc. Et qu'on met beaucoup d'abris et mon idée, c'est que ça ressemble un peu à un sous-bois maintenant. Donc, quand je suis... donc, qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que je compte faire ici? Donc maintenant, je vais détailler un peu ce que je possède. Donc, je possède la maison en indivision. Mon frère n'est pas... il vient très rarement ici.
n'est pas très intéressé par entretenir cette maison, juste par passer à peu près une semaine par an. Donc je suis en indivision avec mon frère. Cette maison a été inhabitée, elle est en mauvais état, donc il y a beaucoup de travail. Il y a une chambre qui est viable, c'est celle dans laquelle je suis ce soir et qui est chauffée à peu près correctement. Une cuisine qui est grande et qui est mal chauffée, qui est vraiment ancienne. Donc toute la maison a un cachet, vraiment, elle sort directement du début 19e. On fait un voyage dans le temps quand on vient ici. Il y a une grande chambre qui est très lumineuse, très spacieuse et qui est inoccupée, sauf en été. Elle n'est pas chauffée et il y a une petite chambre d'hôte qui est en très mauvais état qu'il faudrait refaire. Il y a un énorme grenier, il y a une grange et une étable qui est accolée, il y a deux locaux pour stocker du bois et il y a une cave qui est très grande et qui est une bonne température et il y a un atelier dans lequel on peut travailler et qui est assez lumineux. Donc voilà, il y a aussi un petit CK12, ce qu'on appelle un CK12, c'est un petit bâtiment où on faisait sécher les châtaignes et dont je me sers pour mettre des animaux. Et il y a donc, comme terre, il n'y a pas grand chose, il y a juste un verger de 700 mètres carrés et un jardin à peu près de la même taille qui sont séparés. Euh, donc le jardin, je l'ai mis en culture complètement. Euh, Dans ce jardin, il y a aussi quelques arbres, donc comme dans le principe de la permaculture, les arbres permettent de récupérer des choses qui sont profondes dans le sol que ne peuvent pas faire les plantes de culture ordinaires, donc ça permet de recycler plein de matériaux et d'obtenir une fertilisation comme ça, ce qui est assez utile en permaculture. Donc voilà, donc il y a ça, et j'ai aussi des bois, donc j'ai 2000 mètres carrés d'une châtaigneraie qui est en mauvais état mais qui est restaurable, avec certains arbres qui sont encore productifs, et j'ai 4 hectares d'anciennes châtaigneraies qui ne vaut rien, qu'il faudra replanter avec quelques chênes quand même, et beaucoup de bois blanc qu'il faudra couper et replanter, et en châtaignier probablement, ou en essence mixte. Alors il y a pas mal de choses à faire sur ces 4 hectares parce qu'ils sont attenants et c'est d'un seul pan. Et même sur les 2000 mètres carrés, on peut planter des fruitiers. Donc l'idée pour moi, c'est de faire un peuplement mixte et toujours inspiré de la permaculture, c'est-à-dire mélanger et créer un petit écosystème, managé en mettant un peu des lianes. Donc je suis en train de planter du kiwi et peut-être quelques fruitiers, pommiers, cerisiers, puisqu'il y a des merisiers naturellement, et des châtaigniers greffés. Donc je suis en train de les couper pour qu'ils repoussent et fassent des greffes, et puis les vieux qui sont encore greffés, qui sont encore viables, les élaguer. Voilà donc un peu tout ce que j'ai. J'ai aussi accès à 4 hectares de prairies qui sont à mon cousin qui est malade et qui a arrêté de travailler. Il y a un foin qui est vraiment de très bonne qualité. Cette prairie n'a jamais été polluée par des intrants, donc c'est une terre excessivement fertile. Et j'ai commencé à y faire du maraîchage non irrigué en utilisant les tomates de Poutz. Et j'ai obtenu de bons rendements sans eau, alors qu'il a fait une sécheresse vraiment exceptionnelle. Et des oignons aussi j'ai fait, et de l'ail, et un peu de salade au printemps. Et voilà, donc et quelques courges de Poutz. Et je compte, et des pommes de terre aussi. Et je compte en faire plus l'année prochaine. Et peut-être même nous allons faire des céréales, mais ça non pas en permaculture, mais en classique, même si je vais essayer de mettre du trèfle dedans pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, donc je n'ai pas de machine, je ne veux pas de machine, je n'aime pas les machines. Bon, éventuellement j'utiliserai un tracteur ponctuellement, mais mon idée, mon objectif premier maintenant, c'est de passer à la traction animale, et donc mon objectif vraiment, c'est de me former à cela, et pour pouvoir remonter le bois que je coupe et pouvoir me chauffer correctement. Alors, la traction animale, pour moi, n'est pas quelque chose d'illusoire, parce que j'ai travaillé chez quelqu'un en woofing en Suède qui, euh, avait, qui avait sur 13 hectares et 1 hectare de maraîchage, était non seulement en autonomie totale au niveau du bois, etc., mais avait une véritable activité commerciale, vendait des légumes lacto-fermentés dans beaucoup de villes de Suède. Donc il avait une grosse production et il ne travaillait qu'avec des chevaux. Et il n'avait aucun tracteur, il n'avait jamais travaillé avec un tracteur, et ça faisait plusieurs décennies qu'il fonctionnait. Donc c'est possible, même si évidemment c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
Et pour moi, c'est l'avenir, c'est vraiment c'est la seule façon d'exploiter correctement des bois, c'est sans machine et c'est avec des chevaux. Donc moi, je cherche vraiment à me former là-dessus. Alors pourquoi s'installer à plusieurs? Alors évidemment, on peut s'installer tout seul, on va essayer de faire des choses tout seul. Moi, mon expérience, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas tout faire. D'une part, quand on est tout seul, on n'est plus mobile du tout. Donc moi, je ne peux plus bouger, parce que même si on n'a que quelques lapins et quelques poulets, il faut les nourrir tous les jours. Donc on n'est absolument pas mobile, ce qui est quand même un peu embêtant quand on a besoin de rencontrer des gens, de se former, éventuellement de faire des démarches. C'est assez compliqué. Si on a une famille en plus qui n'est pas sur place, on ne peut plus la voir, donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est assez intéressant pour cela d'être à plusieurs euh, sur une ferme. Ensuite, une autre raison, c'est qu'on ne peut pas tout faire quand on est tout seul. Si on va avoir une activité vraiment autonome et variée, il faut créer donc un écosystème avec plusieurs types d'animaux. C'est assez complexe. Et si on va avoir quelque chose de vraiment intégré qui fonctionne, il faut être plusieurs parce qu'on ne peut pas tout faire donc tout seul. On ne peut pas à la fois faire des laitages, faire de la volaille, faire du bois, on peut en faire beaucoup, un peu de tout, mais on peut pas trouver le temps de tout faire. Donc il faut nécessairement être plusieurs. Comme autrefois, les gens sur des fermes, ils étaient des grosses familles, ils étaient plusieurs, tout le monde bossait. Donc moi tout seul, je peux pas tout faire. Et donc j'aimerais avoir des gens comme ça, à plusieurs, on pourrait se compléter et vraiment avoir une activité vraiment intéressante et qui se complète vraiment bien. Euh, voilà, donc ça permettrait donc aussi de partir et de se former, et de rencontrer des gens et de trouver des contacts. Et aussi accumuler des savoirs, parce que chacun, on a différentes expériences et on n'est pas forcément bon dans les mêmes choses. Euh, donc voilà, donc comme je l'ai dit, c'est assez compliqué de se faire un avis comme ça sur une vidéo, donc Nathan, c'est assez complexe. Moi, ce que je propose, c'est que si vous êtes intéressé un peu par ce que je fais, ce que je mets en place, ou que j'essaie de mettre en place, c'est que vous me contactiez et que vous veniez au printemps, quand il fait beau, et que vous fassiez une idée sur place et essayer d'approfondir, voir s'il y a une chance que cela puisse vous intéresser. Faut savoir qu'ici c'est un coin qui est pas trop mal pour ça parce que c'est un coin où il y a beaucoup de relief. Donc si vous faites 20 km ou même 10 km, vous allez trouver des grosses fermes parce que c'est plus plat, des fermes industrielles. Mais ici, enfin industrielles, ça reste ici à petite échelle, mais c'est pas des petites fermes et c'est certainement pas de la permaculture. Donc si vous venez plutôt, et ici l'avantage c'est qu'il y a un relief qui est assez défavorable pour l'agriculture industrielle, même s'il y a quelques gros paysans qui jouent les gros paysans, ils sont quand même très dépendants des aides et en général ils travaillent à côté, c'est pas leur activité principale, parce que c'est pas des terres qui sont trop, il y a trop de relief, donc pour les grosses machines c'est compliqué. Donc l'intérêt ici c'est que ce sont des terres qui sont, à mon avis, parfaites pour ce qui est de la permaculture, pour essayer de faire des choses un peu alternatives. Et il y a notamment une très très grosse surface forestière sur la commune et qui n'est très difficilement exploitable par des machines. Parce que c'est très en pente, c'est un relief vraiment avec des, euh, des gorges, etc. Donc, et en même temps, ce qui est un aspect intéressant, c'est que c'est un lieu qui reste très humide malgré les sécheresses à cause du relief. Donc, qui a à mon avis un bon avenir dans un contexte de réchauffement climatique. Donc voilà pourquoi, à mon avis, c'est un lieu qui reste intéressant et la raison pour laquelle je suis resté et je suis revenu ici et je compte y rester un peu. Euh, donc il y a des choses à faire ici, notamment donc essayer de et je pense qu'il y a toujours si vous vous intéressez au coin, il y a souvent des terres quand même qui sont en vente, il y aura peut-être de la location et au niveau des forêts, j'ai pas eu trop de mal à en racheter. C'est pas cher, personne n'en veut et à mon avis, il y a des choses à mettre en valeur sur la surface forestière. Et ensuite, il y a souvent des maisons à vendre, des vieilles ruines que personne ne veut restaurer. Les gens ici veulent du neuf, le vieux n'a aucune valeur. Par exemple, ma maison, je pense pas que je pourrais facilement la revendre. Elle n'a pas de valeur. Je ne trouverai pas d'acheteur. Donc voilà un peu le lieu et les possibilités. Donc si vous êtes intéressé,
cette région, par cet endroit, par ce que je fais, n'hésitez pas à me contacter, venez au printemps et un peu comme je suis sur Workaway, mais bon, je ne voudrais pas. Donc vous pouvez venir juste ici, ça n'engage à rien. J'ai déjà reçu beaucoup de monde, des gens qui sont passés, qui bon, bah, ils passent, ils restent le temps qu'ils veulent et s'ils sont intéressés, ils reviennent. Et donc sur le long terme, vous pouvez voir si c'est vraiment si vous tombez, disons, vous accrochez, et ben dans ce cas-là, vous pourrez venir habiter ici et on pourra essayer de faire quelque chose ensemble. Donc voilà, ben, bonne réflexion et n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Je vais mettre en lien sur la vidéo des photos que j'ai prises il y a longtemps. J'ai plus d'appareil photo maintenant et voilà, donc et puis peut-être quelques liens sur des vidéos de choses qui m'inspirent pour que vous y fassiez une idée. Et donc voilà, donc bonne réflexion.